Sophie avait acheté son propre gâteau, un simple 4/4 de la boulangerie du coin, emballé dans du papier Kraft, posé sur le siège passager comme un enfant qu'on emmène quelque part. Elle avait hésité devant la vitrine, framboise ou citron, et avait finalement choisi citron, parce que personne dans cette maison ne savait ce qu'elle préférait, et que ça n'avait plus d'importance depuis longtemps. Elle gara sa voiture devant l'immeuble de Grenoble à 19h précise. La façade était la même qu'à chaque fois, propre, anonyme, avec les volets gris que Martine faisait repeindre tous les 3 ans, parce que l'apparence était la seule chose sur laquelle elle n'acceptait aucun relâchement. Sophie prit le gâteau, son sac, et monta les 2 étages sans se presser. Elle connaissait chaque marche de cet escalier. Elle connaissait le bruit exact de la 3e, qui craquait toujours un peu plus que les autres. La porte s'ouvrit avant qu'elle ait frappé. Martine se tenait dans l'encadrement, souriante d'une façon qui n'atteignait pas ses yeux, une coupe de champagne à la main. Elle portait sa robe bleu marine, celle des grandes occasions, et ses cheveux étaient coiffés avec ce soin particulier qu'elle réservait aux étrangers. « Tu es là ?» dit-elle, comme si c'était une constatation et non un accueil. Sophie entra. Le salon était arrangé pour une 10aine de personnes. Des voisins, quelques connaissances du quartier, le couple Reynard du 3e étage que Martine invitait à toutes les occasions parce que Monsieur Reynard était notaire et que ça faisait bon effet. Il y avait des petits fours sur la table basse, des serviettes en tissu pliées en triangle, et au centre de la table à manger, des fleurs blanches dans un vase en cristal. Pas de gâteau. Sophie posa le sien dans la cuisine sans rien dire. Gérard était assis dans son fauteuil habituel, un verre de Bordeaux à la main. Il leva les yeux quand Sophie entra, fit un mouvement de la tête qui pouvait passer pour un salut, et reporta son regard vers la fenêtre. C'était leur façon depuis toujours, ce silence confortable pour lui, pesant pour elle, que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais pris la peine de rompre vraiment. Camille arriva 20 minutes plus tard, les joues roses du froid, le téléphone à la main, avec cet air de quelqu'un qui fait une faveur en se déplaçant. Elle embrassa Martine, embrassa les voisins, dit « Ah, Sophie, t'es déjà là ?» d'un ton qui signifiait autre chose, et rejoignit le groupe sans un regard supplémentaire. Le dîner se déroula comme tous les dîners dans cette maison, en surface. Les conversations glissaient d'un sujet à l'autre sans jamais rien toucher de réel. Les verres se remplissaient. Martine riait avec Madame Reynard de quelque chose que Sophie n'écoutait pas. À un moment, Martine posa la main sur le bras de sa voisine avec une familiarité chaleureuse, et Sophie eut une image très brève, très précise, celle d'un anniversaire qu'elle avait eu enfant, peut-être ses 7 ans, où elle avait attendu toute la soirée que Martine la regarde comme ça, avec cette chaleur-là, dirigée vers elle. Martine n'avait jamais regardé. Quand les invités partirent, il était 22h. Sophie commença à débarrasser les verres, par réflexe, par habitude de rendre service dans une maison où rendre service était la seule façon d'exister sans friction. Mais Martine resta debout au bout de la table, les bras légèrement croisés, et il y avait dans sa posture quelque chose de différent, une rigidité qui n'était pas de la fatigue. Gérard fixait son verre. Camille sourit. Ce sourire que Sophie connaissait depuis l'enfance, celui qui précédait toujours quelque chose de mauvais, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer et que ça l'amusait d'avance. Martine prit une respiration courte et dit, d'une voix égale, presque administrative, « Il est temps que tu saches la vérité. Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille. Nous t'avons adopté par obligation. » Camille rit. Pas fort. Juste assez. Gérard ne dit rien. Sophie posa le verre qu'elle tenait. Elle ne le posa pas avec violence. Elle le posa simplement, avec soin, comme si elle avait besoin que ses mains soient libres pour ce qui allait suivre. Elle se leva. Elle ouvrit son sac. Elle en sortit une enveloppe Kraft, déjà chiffonnée au coin parce qu'elle la portait depuis des semaines, parce qu'elle attendait ce moment sans savoir exactement quand il viendrait, et elle dit seulement « Curieux, moi aussi j'ai une vérité ». Ce qu'elle posa sur la table fit blêmir Martine. La couleur quitta son visage d'une façon que Sophie n'avait jamais vue, pas même lors des pires disputes, pas même lors des moments où Martine perdait le contrôle. C'était autre chose. C'était de la peur. Martine prit son manteau. Camille, décontenancée pour la première fois depuis des années, la suivit sans comprendre, le téléphone serré dans la main. Le sourire disparut. La porte se ferma derrière elle.
Gérard resta assis. Il ne regardait pas Sophie. Il regardait la table, le verre vide, les serviettes encore pliées en triangle que personne n'avait défaites. Sophie referma son sac. Elle s'assit dans le silence de la maison et murmura pour elle-même, pour les 30 ans qu'elle venait de traverser, pour tout ce qu'elle avait porté sans le nommer. 30 ans, il était temps. Mais ses mains tremblaient. 6 semaines plus tôt, un mardi matin d'octobre, Sophie était dans son atelier du quartier des Chartrons à Bordeaux quand le courrier arriva. Elle travaillait sur les plans d'un appartement à rénover, un 3 pièces rue Fond-d'Odège, dont les propriétaires voulaient abattre une cloison et refaire entièrement la cuisine. C'était le genre de travail qu'elle aimait, concret, avec des contraintes précises, des solutions qui existaient ou n'existaient pas. Elle buvait son 2e café de la matinée quand elle entendit le facteur glisser quelque chose sous la porte. C'était un courrier recommandé. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet de notaire de Lyon et une ligne manuscrite en dessous du nom de l'étude. Affaire d'héritage concernant Madame Hélène Vasseur, décédée le 14 octobre. Merci de bien vouloir vous présenter à notre étude dans les meilleurs délais. Sophie ne connaissait pas ce nom. Elle lut la ligne 2 fois, puis une 3e, debout au milieu de son atelier, le café refroidissant dans sa main. Hélène Vasseur. Rien. Aucune résonance, aucun visage, aucun souvenir attaché à ces 2 mots. Et pourtant, elle ne jeta pas l'enveloppe. Elle la posa sur son bureau, à côté des plans, et y revint 3 fois dans la journée sans l'ouvrir davantage. Il y avait quelque chose dans ce courrier qui lui donnait l'impression de tenir une porte sans savoir ce qu'il y avait derrière. Elle se rendit à l'étude le jeudi suivant. Maître Ferrière était un homme d'une 60aine d'années, précis dans ses gestes, avec cette façon qu'ont certains notaires de poser les mots sur la table comme des pièces d'un dossier, une par une, sans affect. Il lui demanda une pièce d'identité, vérifia, puis ouvrit un classeur et dit simplement « Madame, Hélène Vasseur était votre mère biologique. » Sophie n'avait pas bougé. Elle avait regardé le classeur, les documents, la photo agrafée en haut à gauche, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux noirs coupés courts, avec un regard direct que Sophie ne reconnaissait pas, mais qui lui fit quelque chose qu'elle ne sut pas nommer sur le moment. Maître Ferrière continua. Hélène Vasseur était décédée à 58 ans d'un cancer du poumon. Elle avait laissé un appartement à Annecy, une somme modeste sur un compte, une lettre manuscrite, et surtout un dossier complet que Maître Ferrière avait constitué avec elle pendant les derniers mois de sa vie, en prévision de ce moment précis. Ce que ce dossier contenait changea la forme de tout ce que Sophie croyait savoir. Hélène n'avait pas abandonné sa fille. Hélène était une jeune femme seule, enceinte, sans ressources, dont le compagnon était mort dans un accident de voiture, 3 mois après la naissance de Sophie. Ce compagnon s'appelait Marc Moreau. Il était le fils de Martine et Gérard. Sophie était donc la petite fille biologique des Moreau, née hors mariage, d'une union que la famille n'avait jamais acceptée, avec une femme qu'ils considéraient comme une erreur de jeunesse de leur fils. Quand Marc était mort, les Moreau avaient agi vite. Ils avaient des moyens, des relations, un avocat. Hélène avait 24 ans, pas d'argent, pas de famille solide derrière elle. La pression avait été légale et financière à la fois, des menaces de procédure qu'elle n'aurait jamais pu affronter seule, des documents signés sous une contrainte que personne n'avait nommée clairement, mais que tout le monde avait comprise. Les Moreau avaient obtenu la garde de Sophie non pas par désir d'enfant, mais pour contrôler le seul lien qui restait avec leur fils mort, et pour s'assurer qu'aucun scandale ne viendrait ternir leur réputation de famille respectable. Sophie était un secret à gérer, pas une fille à aimer. L'enveloppe qu'elle avait apportée au dîner d'anniversaire contenait une copie de ses documents, accompagnée d'une lettre de Maître Ferrière, confirmant qu'elle était l'héritière légale d'Hélène Vasseur, et qu'un recours juridique avait été engagé en son nom concernant certains biens immobiliers cédés aux Moreau dans des conditions que le dossier qualifiait d'irrégulières. Ce soir-là, de retour dans son atelier à Bordeaux, Sophie relut la lettre manuscrite qu'Hélène avait laissée. Pas le dossier juridique, pas les documents notariés. La lettre. 2 pages d'une écriture serrée, avec des ratures par endroits, comme quelqu'un qui cherche ses mots depuis trop longtemps et qui sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour les trouver. Elle s'arrêta sur une phrase, au milieu de la 2e page. « Je ne t'ai pas abandonnée. On me t'a prise. » Elle pleura.
Vraiment, pour la première fois depuis des années, sans retenue et sans raison de s'arrêter. Le quartier des Chartrons avait cette qualité particulière de sembler calme même quand il ne l'était pas. Les rues pavées, les façades en pierre blonde, les antiquaires ouverts sur des intérieurs sombres et ordonnés, tout cela donnait à Sophie l'impression d'habiter un endroit qui avait déjà traversé beaucoup de choses et qui n'était plus facilement impressionnable. Elle aimait ça. Elle avait choisi cet atelier pour ça, autant que pour la lumière du matin qui entrait par les grandes fenêtres et rendait le travail possible dès 7 heures. Sa vie à Bordeaux était organisée avec le soin discret de quelqu'un qui a appris très tôt à ne compter que sur soi. Elle avait ses clients, ses chantiers, ses habitudes. Le café du mardi matin avec Élise, toujours au même endroit, une petite salle rue Buan où la patronne connaissait leurs commandes et ne posait pas de questions inutiles. Élise était graphiste, directe, avec une façon de regarder les gens qui mettaient parfois mal à l'aise, et que Sophie avait appris à apprécier précisément pour ça. Ce mardi-là, Élise posa sa tasse et dit « Tu es différente depuis 2 ou 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie tourna sa cuillère dans son café, sans répondre tout de suite. Elle cherchait comment dire quelque chose de vrai sans tout dire, parce que tout dire aurait pris plus de temps qu'elle n'en avait, et parce qu'elle n'était pas encore certaine de savoir elle-même ce qu'elle ressentait. Elle dit finalement « Tu sais ce qui est bizarre ? Apprendre que ta famille ne t'aimait pas, ça fait moins mal que tu crois. C'est plutôt un soulagement. » Élise la regarda un moment sans parler. « Ta famille ou ta mère ? » ?»« Les deux, mais surtout ma mère. » Élise ne demanda pas d'explication supplémentaire. C'était une des choses que Sophie aimait chez elle, cette capacité à recevoir une information sans immédiatement vouloir la compléter, la corriger ou la consoler. Elle dit seulement « D'accord », et elles parlèrent d'autre chose. Mais Élise la regarda différemment ce matin-là, avec cette attention particulière qu'on réserve aux gens qu'on sait sur le point de traverser quelque chose. L'atelier était silencieux quand Sophie rentra. Elle avait 2 projets en cours, un appartement rue Fond-d'Odège et une rénovation plus importante dans le quartier Saint-Michel, et le travail était suffisant pour occuper ses journées sans laisser trop d'espace au reste. C'était l'avantage du concret. Les cloisons à abattre ou à préserver, les matériaux, les délais, les artisans qui rappellent ou qui ne rappellent pas. Le concret ne laissait pas beaucoup de place aux questions sans réponse. Elle vivait seule depuis 4 ans, dans un appartement au-dessus de l'atelier, 2 pièces avec une terrasse sur les toits, où elle avait mis des plantes qu'elle arrosait régulièrement et avec lesquelles elle n'échangeait pas un mot. L'appartement était beau, parce qu'elle savait rendre les espaces beaux. C'était son métier. Mais il était silencieux d'une façon qu'elle ne nommait pas encore tout à fait comme de la solitude. C'est dans cet escalier, entre l'atelier et l'appartement, qu'elle croisa Julien pour la première fois. Il venait d'emménager au même étage, avec 2 cartons qu'il portait l'un après l'autre, parce que l'ascenseur était trop petit. Il s'arrêta sur le palier, posa un carton et dit « Je suis désolé pour le bruit de ce matin. Je ne savais pas que les cloisons étaient aussi fines. » Sophie dit que ce n'était pas grave, que les cloisons étaient effectivement fines et qu'il valait mieux éviter la perceuse avant 8 heures. Il rit, pas d'une façon excessive, d'une façon normale, proportionnée à ce qu'elle avait dit. Ils échangèrent quelques mots sur l'immeuble, le gardien, la boulangerie en bas de la rue. Il lui demanda ce qu'elle faisait. Elle dit « architecte d'intérieur ». Il demanda si elle avait des chantiers en cours. Elle parla brièvement du projet rue Fond-d'Odège, et il écouta avec une attention qui n'avait rien de poli. Il écoutait vraiment. Sophie remarqua cela, sans s'y attarder, et monta chez elle. Ce soir-là, en préparant à dîner, elle reçut un SMS de Camille. « Qu'est-ce que tu as fait à maman ? Elle ne veut pas rentrer chez elle. Tu es contente maintenant ?» Sophie posa le téléphone sur le comptoir. Elle regarda le message un moment, puis le retourna face contre la surface pour ne plus le voir. Elle sortit le dossier Ferrière de son sac, l'ouvrit à la première page, et commença à le lire une 2e fois, plus lentement, comme on relit quelque chose qu'on sait important et qu'on n'a pas encore vraiment fini de comprendre. Gérard avait appelé un mercredi matin, 3 jours après l'anniversaire. Sophie était sur un chantier quand le téléphone vibra dans sa poche, et elle vit le prénom s'afficher avec une surprise qu'elle ne s'expliqua pas tout de suite, parce que Gérard ne l'appelait jamais. C'était Martine qui appelait, Martine qui organisait,
Martine qui décidait quand il y avait quelque chose à dire et quand il n'y en avait pas. Gérard existait à côté de tout ça, comme un meuble qu'on déplace rarement parce qu'il est à sa place depuis trop longtemps. Sa voix était différente. Pas effondrée, pas en colère, simplement fatiguée, d'une fatigue qui ne semblait pas venir de la nuit précédente, mais de beaucoup plus loin. Il dit « Est-ce que tu peux venir ?» Il ne dit pas pourquoi. Sophie dit oui. Elle fit le trajet Bordeaux-Grenoble le vendredi suivant, en train, avec un livre qu'elle n'ouvrit pas. Elle regarda le paysage défiler pendant 4 heures et pensa à ce que Gérard pouvait bien avoir à lui dire, lui qui n'avait jamais rien dit de particulier en 30 ans. Elle ne trouva pas de réponse. Elle arriva en fin d'après-midi. La maison était silencieuse d'une façon inhabituelle. Martine n'était pas là, ses affaires non plus, du moins les plus visibles, le manteau du couloir, le sac qu'elle posait toujours sur la console. Gérard ouvrit la porte en pantoufles, avec une chemise qu'il n'avait pas repassée, et Sophie comprit que Martine était partie depuis plusieurs jours déjà. Il fit du café. Maladroitement, en cherchant le filtre dans le mauvais placard, en renversant un peu d'eau sur le plan de travail, Sophie ne l'aida pas. Elle s'assit à la table de la cuisine et attendit. Il posa les 2 tasses, s'assit en face d'elle et dit, sans préambule, sans transition, « Je savais, depuis le début. Je savais d'où tu venais et dans quelles conditions tu étais arrivée ici. » Sophie ne répondit pas. Elle le laissa continuer. « Je n'ai pas choisi la situation, » dit-il. Marc était mort depuis 3 mois. Martine voulait garder quelque chose de lui, c'est ce qu'elle disait à l'époque. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi la honte. La mère, Hélène, n'était pas quelqu'un que la famille acceptait. Elle n'avait pas le bon milieu, pas le bon nom, rien de ce que Martine considérait comme convenable. Alors quand elle s'est retrouvée seule avec toi, sans argent, sans soutien, Martine a vu une façon de régler plusieurs choses en même temps. Il s'arrêta, prit sa tasse sans boire, la reposa. « Et toi ?» dit Sophie. « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il mit un moment avant de répondre. « J'ai vu que c'était mal, et je n'ai rien fait. » À cet instant, Sophie eut une image très brève et très nette. Gérard assis à cette même table. Des années plus tôt, le journal déployé devant lui, pendant que Martine criait sur Sophie pour quelque chose de banal, une assiette mal rangée, des chaussures laissées dans le couloir. Peu importait. Il n'avait pas levé les yeux ce jour-là. Il ne les avait jamais levés. Le silence était déjà sa réponse, et il l'avait donnée pendant 30 ans sans que personne le lui demande formellement. « Il y a autre chose, » dit-il. Sophie attendit. « Hélène t'a écrit une fois. Tu avais 16 ans. Une lettre, pas longue. Elle demandait juste si tu allais bien, si tu serais d'accord pour qu'elle te contacte. Elle ne demandait rien de plus que ça. » Il posa les mains à plat sur la table, un geste qu'elle ne lui connaissait pas. Martine l'a interceptée. Elle me l'a montré avant de la jeter. J'ai su. Je n'ai rien dit. Sophie regarda ses mains à lui, posées sur la table. Des mains d'homme vieux, avec des taches claires sur les doigts, les ongles soigneusement coupés. Des mains qui n'avaient jamais rien fait de violent et qui n'avaient jamais rien empêché non plus. « Pourquoi tu me le dis maintenant ?» dit-elle. « Parce que j'ai 62 ans, dit-il, et que j'ai passé ma vie à avoir peur d'elle. Je ne veux pas mourir avec ça. » Ce n'était pas un pardon. Sophie n'avait pas l'intention de lui en accorder un. Pas ce jour-là, peut-être jamais, et elle n'avait pas à décider ça maintenant. Mais c'était réel. C'était la première fois en 30 ans qu'un membre de cette famille lui offrait quelque chose de vrai, sans calcul, sans arrière-pensée visible. Juste la vérité, posée sur la table comme les 2 tasses de café. Elle se leva pour partir. Dans le couloir, elle s'arrêta devant une vieille photo de famille encadrée, accrochée entre 2 portes depuis toujours. Elle y était enfant, peut-être 5 ou 6 ans, souriante d'un sourire appliqué. Martine était à côté d'elle et regardait ailleurs, vers quelque chose hors cadre que le photographe n'avait pas capturé. Sophie décrocha le cadre, le retourna. Au dos, de l'écriture de Gérard, petite et serrée, Hélène, juin 1994. Elle avait 4 ans cet été-là. Sophie prit le train un vendredi soir après avoir fermé l'atelier. Elle avait prévenu personne, pas Élise, pas Maître Ferrière, pas Julien qu'elle croisait de plus en plus souvent dans l'escalier
et avec qui elle avait pris l'habitude d'échanger quelques mots sans que ça ressemble encore à une amitié. Elle voulait faire ce trajet seule, arriver seule, ouvrir cette porte seule. Certaines choses ne se font pas à deux. L'appartement était au 2e étage d'un immeuble ancien près du canal du Thiou, à 10 minutes à pied de la vieille ville. Maître Ferrière lui avait remis les clés lors de sa 2e visite à l'étude, dans une enveloppe avec l'adresse écrite à la main. Sophie avait gardé cette enveloppe dans son sac pendant 3 semaines avant de décider qu'elle était prête. La porte s'ouvrit sur une odeur de papier et de plantes sèches. Il faisait froid à l'intérieur, le chauffage coupé depuis la mort d'Hélène, et Sophie garda son manteau en entrant. Elle ne chercha pas l'interrupteur tout de suite. Elle resta un moment dans l'entrée, dans l'obscurité partielle, à laisser l'espace exister autour d'elle avant de le regarder vraiment. Quand elle alluma, elle vit un couloir étroit avec des livres empilés des 2 côtés, pas dans des étagères, directement sur le sol, par colonnes qui montaient jusqu'à mi-hauteur. Des romans, des essais, des guides de jardinage, des dictionnaires d'une langue que Sophie ne reconnut pas tout de suite et qui était du portugais. Elle avança. Le salon était petit, avec une fenêtre qui donnait sur le canal. Un canapé recouvert d'un plaid en laine, une table basse avec une tasse encore posée dessus, un vide-poche près de la porte, où traînaient des tickets de caisse, un trousseau de clés, un stylo sans capuchon. Les choses d'une vie ordinaire, interrompues. La cuisine était modeste mais ordonnée. Des épices alignées sur une étagère, chacune dans un petit pot en verre avec une étiquette écrite à la main. Cumin, coriandre, paprika fumé, curcuma, et une dizaine d'autres que Sophie ne connaissait pas. Quelqu'un qui aimait cuisiner avec précision, avec intention, quelqu'un qui prenait soin des détails. Sophie passa 2 jours dans cet appartement. Elle n'appela personne. Elle ouvrit les tiroirs lentement, regarda les placards, feuilleta les livres sans les lire vraiment. Elle cherchait quelque chose, sans savoir exactement quoi. Peut-être juste la forme d'une personne dans les objets qu'elle avait laissés. Elle trouva les photos dans une boîte en carton sur l'étagère haute de la chambre. Plusieurs enveloppes Kraft, classées par année. Elle commença par la plus ancienne. Il y avait des photos de voyage. Une femme jeune aux cheveux noirs devant des paysages qu'elle ne reconnut pas, des marchés, des plages, des ruelles. Et puis, dans la 3e enveloppe, Sophie bébé. Plusieurs photos, prises dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital d'abord, puis dans un appartement différent de celui-ci, plus petit. Dans les bras d'Hélène, Sophie avait quelques semaines. Hélène souriait d'une façon que Sophie ne reconnaissait dans aucun souvenir parce qu'elle n'avait aucun souvenir d'elle. Un sourire complet, sans réserve, le sourire de quelqu'un qui tient quelque chose qu'elle pensait ne jamais avoir. Elle trouva aussi le cahier. Un carnet à couverture noire, rempli d'une écriture fine sur presque toutes les pages. Pas un journal intime au sens strict, plutôt des fragments, des pensées posées là sans ordre particulier, des dates parfois, des questions sans réponse, des phrases commencées et abandonnées. Sophie le feuilleta lentement, debout au milieu de la chambre, et s'arrêta sur la dernière entrée. 2 semaines avant la mort d'Hélène, d'une écriture moins assurée qu'au début du cahier, comme si tenir le stylo était devenu difficile. Je me demande si elle pense parfois à moi. Sophie s'assit sur le bord du lit. Elle ne pleurait pas encore. Elle relut la phrase. Puis elle posa le cahier à côté d'elle et resta immobile un long moment, avec le bruit du canal qui montait par la fenêtre entr'ouverte et le froid qui continuait de s'installer dans la pièce. Elle pleura sans bruit, sans geste brusque, d'une façon longue et épuisée, comme on pleure quelque chose qu'on ne pourra jamais rattraper. Le téléphone sonna en début de soirée. C'était Julien. Il expliqua qu'il avait son numéro via le syndic de copropriété pour une question de boîte aux lettres mal attribuée. Il entendit quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait pas cherché à cacher parce qu'elle n'avait plus l'énergie de cacher quoi que ce soit. Il ne demanda pas d'explication. Il dit simplement « Je fais des pâtes ce soir. Il y en a trop pour une personne. » Sophie dit non. Elle raccrocha. Elle rappela 5 minutes après. Cette nuit-là, seule dans le lit étroit d'Hélène, elle regarda le plafond et pensa, sans le formuler vraiment, juste comme une certitude qui s'installait. Toute sa vie, elle avait essayé d'être aimée par des gens qui ne le voulaient pas. Et la seule personne qui l'avait aimée vraiment ne l'avait jamais rencontrée. Camille envoya un message un jeudi matin, 3 semaines après l'anniversaire.
Pas un appel, un message, ce qui en disait déjà long sur ce qu'elle voulait éviter. « On pourrait se voir ? J'ai des choses à te dire. » Sophie lut le message 2 fois, reconnut le ton, cette façon de formuler une demande comme si c'était l'autre qui en avait besoin, et répondit simplement qu'elle était disponible le samedi suivant à Bordeaux. Camille arriva à l'heure, ce qui était inhabituel. Elle avait fait le trajet depuis Grenoble en voiture, 3h30, et elle portait ce manteau beige qu'elle mettait quand elle voulait avoir l'air sérieuse. Sophie l'attendait dans un café près des quais, une salle claire avec des tables en bois et assez de bruit ambiant pour que la conversation ne porte pas trop loin. Elle avait choisi l'endroit avec soin, territoire neutre, espace public, durée limitée par définition. Camille s'assit, commanda un thé sans regarder la carte, et prit une respiration courte qui ressemblait à celle de quelqu'un qui a préparé ce qu'il allait dire et qui vérifie une dernière fois que tout est en ordre. Elle dit que leur mère était effondrée, qu'elle ne dormait plus, qu'elle était chez une amie à Chambéry et qu'elle refusait de rentrer chez elle tant que la situation juridique n'était pas réglée. Elle dit que tout ça allait détruire la famille, que les gens allaient m'y parler, que Gérard ne savait plus quoi faire. Et puis elle dit, d'une voix qu'elle essayait de rendre raisonnable, « Tu pourrais laisser tomber le recours et tourner la page. » Pour tout le monde. Sophie l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. C'était quelque chose qu'elle avait appris très tôt dans cette famille, laisser les gens finir, parce qu'interrompre donnait toujours l'impression d'avoir tort, même quand on avait raison. Elle attendit que Camille pose sa tasse, et à cet instant précis, elle eut une image nette et involontaire. Camille a 12 ans dans la chambre de Sophie, tenant entre ses mains une petite boîte à musique que Sophie avait reçue pour Noël, et qu'elle gardait sur son bureau. La boîte était tombée. Le mécanisme s'était cassé. Martine était arrivée, avait regardé les 2 filles et avait dit d'une voix douce et définitive « Ce n'est pas grave, c'est juste une chose. » Sophie n'avait jamais rien récupéré. Pas cette fois-là, pas une seule fois. Elle dit « Tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour la maison de Vaison. » Camille ne répondit pas. Elle prit sa tasse, la reposa, regarda la table. Ce silence était une confirmation plus nette que n'importe quelle réponse. Le recours de Maître Ferrière concernait notamment une maison de vacances à Vaison-la-Romaine, que les Moreau considéraient comme leur propriété depuis 20 ans. Selon les documents retrouvés dans le dossier d'Hélène, cette maison avait été acquise avec l'argent d'un compte qui appartenait au père biologique de Sophie, utilisé par les Moreau après sa mort sans mandat légal. C'était un des points les plus solides du recours, et Camille le savait, parce que cette maison lui reviendrait un jour par héritage, et que sans elle, l'héritage était considérablement réduit. « Je ne laisserai pas tomber le recours, » dit Sophie, « et je ne tourne pas la page. » La page, c'est moi. Camille leva les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose que Sophie n'avait pas prévu. Pas de la colère, pas vraiment, plutôt une incompréhension sincère, celle de quelqu'un qui a grandi en croyant que l'ordre des choses était juste parce qu'il lui était favorable. Elle avait grandi en croyant que Sophie était un fardeau toléré, que la famille lui appartenait à elle, que l'affection de Martine était une donnée naturelle et non un choix délibéré fait au détriment de quelqu'un d'autre. Cette myopie n'était pas feinte. Elle était réelle, et d'une certaine façon c'était plus triste que si elle avait simplement été cruelle. Mais Sophie n'avait plus d'énergie pour éduquer les gens qui auraient dû la connaître. Elle régla les 2 consommations, prit son manteau et dit « Rentre bien ». Pas avec hostilité, avec cette distance propre qu'on installe quand on a décidé que certaines conversations n'auront plus lieu. Dans l'escalier de son immeuble ce soir-là, elle croisa Julien qui descendait avec une veste et ses clés de voiture. Il s'arrêta en la voyant. Il ne demanda pas comment s'était passée la journée. Il vit simplement qu'elle était épuisée d'une façon particulière, pas physiquement, autrement, et il posa la main sur son épaule 1 seconde, juste 1 seconde, sans rien dire. Puis il continua à descendre. Sophie resta immobile sur le palier un moment après qu'il fut parti. Elle réalisa qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on l'avait touchée avec bienveillance, sans attente, sans arrière-pensée. Juste comme ça, parce que c'était la chose juste à faire. Sophie appela Maître Ferrière un lundi matin, depuis l'atelier, avec son café encore chaud à côté d'elle et les plans du chantier rue Fondodège étalés sur la table. Elle lui dit qu'elle voulait poursuivre le recours, sur tous les points, sans accord partiel, sans concession préliminaire.
Maître Ferrière dit qu'il comprenait, qu'il allait constituer le dossier complet, et qu'elle pouvait compter sur lui pour la tenir informée à chaque étape. Elle raccrocha et resta un moment les yeux sur les plans sans les voir vraiment. Puis elle les roula, les rangea dans leur tube et sortit son carnet pour noter autre chose. Elle avait décidé de rénover l'appartement d'Annecy elle-même. Pas pour le vendre, pas pour en faire un investissement, mais pour en faire un endroit habitable, au sens réel du terme. Un endroit qui lui ressemble et qui porte ses choix, plutôt que les traces d'une vie qu'elle n'avait pas connue. Elle respectait Hélène, elle respectait ce qu'elle avait laissé, mais elle ne voulait pas vivre dans un musée. Elle voulait un endroit vivant. Elle commença les premiers travaux un samedi d'early décembre. Julien proposa de venir, sans insister, juste en disant qu'il avait du temps et qu'il savait peindre un mur correctement. Sophie dit d'accord. Ils prirent le train ensemble depuis Bordeaux, avec 2 sacs et une glacière parce que Julien avait préparé des sandwichs pour le trajet. Ce genre de détail pratique et silencieux qui dit quelque chose sur quelqu'un sans qu'il ait besoin de l'expliquer. Ils travaillèrent toute la journée. Sophie s'occupait des décisions, les couleurs, les matériaux, ce qu'on gardait et ce qu'on remplaçait. Julien peignait, déplaçait les meubles, posait des questions concrètes et acceptait les réponses sans les discuter. Ils ne parlèrent pas beaucoup dans la journée. Mais ce silence-là était différent de tous les silences que Sophie connaissait. Il était confortable. Il n'attendait rien. Le soir, ils préparèrent à dîner dans la petite cuisine d'Hélène, avec ce qu'ils avaient apporté et ce qu'il y avait encore dans les placards. Julien fit une soupe avec les légumes de la glacière, pendant que Sophie posait 2 assiettes sur la table et cherchait des bougies parce que le plafonnier était trop dur. Ils mangèrent face au canal, avec la fenêtre légèrement ouverte malgré le froid de décembre. Et la conversation s'installa naturellement, sans effort, comme quelque chose qui existait déjà et qui n'avait pas encore eu l'occasion de se manifester. Julien parla de son divorce. Pas longuement, pas avec amertume, avec cette façon sobre qu'ont certaines personnes de raconter les choses difficiles sans en faire un récit de souffrance. Il dit qu'il avait été marié 6 ans, que ça s'était défait progressivement, sans événement précis, comme une structure qui cède par fatigue des matériaux plutôt que par choc. Il dit « Il y a des moments où on réalise qu'on a construit sa vie sur ce que les autres attendaient. Recommencer, c'est terrifiant. Mais c'est aussi la seule chose honnête qu'on peut faire. » Il dit ça simplement, en regardant son assiette, sans chercher à ce que ça résonne d'une façon particulière. Ça résonna quand même. Sophie lui parla d'Hélène ce soir-là. Pas de tout, pas des détails juridiques, mais de l'essentiel. L'adoption, la révélation, l'appartement, le cahier. Il écouta sans chercher à résoudre, sans proposer de perspective, sans dire que ça allait aller. Il écouta et demanda parfois une précision, juste pour comprendre mieux, pas pour orienter. C'était nouveau pour Sophie, quelqu'un qui écoutait sans agenda. Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin sur le balcon, avec des manteaux et des tasses de thé que Julien avait préparées sans demander si elle en voulait. Le lac était noir et calme en dessous, avec quelques lumières sur l'autre rive qui se reflétaient sur l'eau sans bouger. Élise vint le week-end suivant. Elle apporta des cartons vides et une énergie organisatrice que Sophie accueillit avec soulagement. Elle triait les affaires d'Hélène méthodiquement. Ce qu'on garde, ce qu'on donne, ce qui n'appartient qu'à la mémoire et qu'on ne sait pas encore où mettre. Élise ne posait pas de questions inutiles. Elle travaillait, et de temps en temps elle disait quelque chose de drôle sur un objet improbable trouvé dans un tiroir, et Sophie riait, vraiment, d'un rire court et surpris, comme quelqu'un qui avait oublié que c'était possible. C'est Élise qui trouva l'enveloppe. Au fond d'un carton posé sur l'étagère haute du couloir, sous des livres et un châle plié, une enveloppe blanche, pas cachetée, avec 2 mots écrits dessus d'une écriture qu'elles reconnaissaient toutes les 2 maintenant. Sophie Vasseur. Élise la tint un moment sans rien dire, puis la tendit à Sophie. Sophie la prit. Elle était légère, 2 ou 3 feuilles peut-être, pas davantage. Elle la retourna entre ses mains. Élise dit doucement « Tu n'es pas obligée ce soir. » Sophie savait qu'elle allait l'ouvrir. Pas ce soir peut-être, mais bientôt, parce qu'il n'y avait plus rien dans sa vie qu'elle voulait laisser fermer. Sophie ouvrit l'enveloppe le lendemain matin, seule. Élise était repartie la veille au soir. Julien n'était pas là.
Et c'était mieux ainsi. Il y avait des choses qui n'appartiennent qu'à soi, pas parce qu'on ne fait pas confiance aux autres, mais parce que certains moments demandent un espace sans témoin pour exister complètement. Il était 6h30. Elle avait mal dormi, pas d'une façon agitée, juste éveillée par intervalles, avec l'enveloppe posée sur la table de nuit et cette conscience sourde de ce qu'elle contenait. Elle se leva, fit du café, s'assit à la table de la cuisine d'Hélène, avec la tasse entre les mains et l'enveloppe devant elle. Dehors, le canal était dans la brume du matin. Elle l'ouvrit. Il y avait 3 feuilles, écrites recto verso pour les 2 premières, recto seulement pour la 3e. Une écriture serrée, avec des endroits où le stylo avait appuyé plus fort et d'autres où il avait à peine effleuré le papier, comme si la main avait suivi l'état de celle qui écrivait. En haut de la première page, une date, octobre 2022. 2 ans avant sa mort. 1 mois après le diagnostic. Hélène commençait par dire qu'elle ne savait pas si cette lettre arriverait jamais. Qu'elle l'écrivait pour les 30 ans de Sophie parce que c'était une date qu'elle avait toujours gardée dans un coin, le 14 novembre, notée chaque année dans ses agendas depuis 30 ans, sans exception. Elle disait qu'elle avait hésité longtemps avant d'écrire. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle avait peur que les mots fassent plus de mal que de bien, et qu'elle avait passé 30 ans à essayer de ne pas faire de mal. Elle racontait ensuite la rencontre avec Marc, à Annecy. Un été qu'elle décrivait en quelques phrases seulement, avec une retenue qui disait plus que les détails auraient pu dire. La grossesse, la joie d'abord, puis la peur quand Marc était mort, et qu'elle s'était retrouvée seule avec rien d'autre que cette vie qui grandissait en elle et qu'elle voulait garder plus que tout. Elle racontait les moraux, leur avocat, les convocations, les documents posés devant elle avec des délais impossibles et des menaces formulées poliment, comme on formule les choses quand on a le pouvoir et qu'on veut garder les mains propres. Elle avait 24 ans. Elle avait signé. « Je ne t'ai pas abandonnée », écrivait-elle. « J'ai cédé parce que j'avais peur et parce que je n'avais personne pour m'aider à tenir. Ce n'est pas la même chose, même si le résultat était le même pour toi. Je sais que ça ne change rien à ce que tu as vécu, mais je voulais que tu le saches quand même. » Elle racontait comment elle avait suivi Sophie de loin. Les premières années sans rien, juste le silence et l'interdiction formelle de tout contact. Puis Internet, les réseaux, une photo trouvée par hasard en 2010 sur le profil d'une cousine éloignée des Moreau. Sophie a 24 ans devant ce qui ressemblait à un chantier, avec un casque sur la tête et un sourire en coin. Hélène écrivait qu'elle avait regardé cette photo longtemps, qu'elle avait compris que Sophie avait construit quelque chose, qu'elle travaillait, qu'elle existait dans le monde avec une présence réelle. Elle écrivait « Je n'ai pas cherché à te reprendre. Tu avais une vie. Je ne voulais pas la briser une 2e fois. » La 3e page était plus courte. L'écriture y était moins régulière, les médicaments peut-être, ou simplement la fatigue de dire des choses qu'on aurait voulu dire autrement, en personne, avec du temps devant soi. Hélène disait qu'elle regrettait beaucoup de choses, mais pas d'avoir voulu la garder. Elle disait qu'elle espérait que Sophie avait trouvé des gens qui la voyaient vraiment. Et elle terminait par une phrase que Sophie relut 3 fois, lentement, les yeux sur les mots jusqu'à ce qu'ils cessent de trembler. « Tu mérites d'être aimée sans condition. Tu l'as toujours mérité. » Sophie posa la lettre. Elle ne pleurait pas encore. Elle regarda le canal par la fenêtre, la brume qui se levait lentement, une mouette posée sur le bord du quai qui ne bougeait pas. Puis les larmes vinrent, pas brusquement, progressivement, comme quelque chose qui attendait depuis longtemps qu'on lui en donne la permission. Elle pleura longuement, en silence, avec la lettre à côté d'elle sur la table et le café qui refroidissait dans la tasse. Elle pleura une femme qu'elle n'avait pas connue et qu'il avait aimée depuis l'ombre pendant 30 ans avec une constance que personne d'autre n'avait jamais eue pour elle. Julien arriva à 8h. Il avait pris le train du matin depuis Bordeaux sans prévenir. Juste un message envoyé la veille. « Je passe demain si tu veux. » Il vit la lettre sur la table, vit Sophie, ne demanda rien. Il fit du café, s'assit en face d'elle et attendit sans rien dire pendant qu'elle reprenait sa respiration. Quand elle leva les yeux, elle dit, d'une voix encore enrouée, « Je m'appelle Sophie Vasseur. » C'était la première fois qu'elle prononçait ce nom à voix haute, comme une affirmation et non comme une information.
Julien dit « Bonjour, Sophie Vasseur ». Et elle sourit. Vraiment, complètement, pour la première fois depuis très longtemps. 6 mois plus tard, les plantes du balcon étaient en vivantes. C'était la première chose que Sophie remarqua ce matin-là en ouvrant la porte-fenêtre. Ce détail simple et concret qui mesurait mieux que n'importe quoi d'autre le chemin parcouru. Hélène avait eu des plantes mortes sur ce balcon. Sophie avait mis des plantes vivantes. Ce n'était pas un symbole. C'était juste la réalité. Mais parfois, la réalité suffit. Elle prit son café et s'assit dehors. Il était tôt, le lac était calme, avec cette lumière du matin en mai qui pose les choses doucement avant que la journée commence à les bousculer. Les toits d'Annecy étaient encore dans une teinte grise et douce, et quelque part en bas dans la rue, un boulanger ouvrait sa boutique. On entendait le rideau de fer remonter dans le silence. Les choses s'étaient réglées progressivement, sans fracas. Le recours avait abouti en mars à un accord amiable. Les Moreau avaient restitué une compensation financière significative, calculée sur la base des biens mal acquis et des intérêts accumulés depuis 20 ans. Pas de procès, pas de déclaration publique, pas de vengeance mise en scène. Maître Ferrière avait appelé Sophie un mardi matin pour lui annoncer l'accord d'une voix égale, et Sophie avait dit merci, avait raccroché, et était restée un moment les mains posées à plat sur son bureau, sans rien faire de particulier. C'était suffisant. C'était même exactement suffisant. Martine ne l'avait pas recontactée. Sophie n'attendait pas qu'elle le fasse. Gérard envoyait parfois un message court, quelques mots sans demande de réponse, comme quelqu'un qui pose une lettre sous une porte sans savoir si l'autre est là pour la lire. Sophie les lisait. Elle ne répondait pas toujours. Quand elle répondait, c'était brièvement, sans chaleur particulière mais sans hostilité non plus. La porte n'était pas fermée. Elle n'était pas ouverte. Elle était simplement là, entre les deux. Et c'était à lui de décider ce qu'il voulait en faire avec le temps qui lui restait. Camille s'était tue. Sophie était désormais Sophie Vasseur sur tous ses papiers. Le changement de nom avait été prononcé en février. Une procédure administrative sans cérémonie. Un formulaire. Une audience courte devant un juge qui avait regardé le dossier et dit que tout était en ordre. Elle était ressortie du tribunal dans le froid de février avec ses nouveaux documents dans une enveloppe et elle avait marché un moment sans destination précise dans les rues de Bordeaux, avec ce sentiment étrange et réel d'être légèrement plus elle-même qu'avant d'entrer. La plaque de l'atelier avait été changée la semaine suivante. La boîte aux lettres aussi. Ce n'était pas une vengeance. C'était une restitution. Nuance essentielle, que Sophie portait avec elle sans avoir besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Julien dormait encore dans la chambre. Il avait pris l'habitude de venir à Annecy certains week-ends, et Sophie avait pris l'habitude de ne pas trouver ça compliqué. Ce qui en soi était déjà quelque chose de nouveau. Ils n'avaient pas nommé ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ils faisèrent des courses ensemble, cuisinaient, marchèrent le long du lac le dimanche matin avec des cafés à emporter et peu de mots nécessaires. C'était concret. C'était réel. Sophie avait appris à ne pas sous-estimer le réel. Elle prit la photo sur la table. Elle l'avait encadrée simplement, du bois clair, et elle la posait là quand elle venait à Annecy, sur cette table du balcon, comme une présence. Elle bébé, dans les bras d'Hélène. Hélène qui souriait de cette façon qu'elle ne reconnaissait dans aucun souvenir, et qu'elle avait appris à regarder sans que ça fasse aussi mal qu'au début. Elle tint la photo un moment, avec le lac devant elle, et le café chaud dans l'autre main, et dit à voix basse, pour personne et pour tout le monde à la fois, « Je t'aurais aimé, maman ». Elle posa la photo sur la table, but son café jusqu'au bout, rentra à l'intérieur. Il y avait du travail, il y avait une vie, elle était sienne. No Bombo. Yeah, maybe. The end was bad. Oh no, what happened at the end? Enemy, I need to hear it. Ooh, whoa. And what was bad? It was I don't- because my first boyfriend. Oh. No, I don't think it's a gin. Daisy won. Oh, okay. Turn them down just a little. They're louder than you. Okay. Wow. Okay. Wow, okay. Wow. 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 My husband's here. Everyone say hello to my husband. Hi, Daddy. Hey, okay. Anyway, Hey, boo thing.
We need to hear Tell your him that I her gave him a beautiful very voice. normal greeting. Tyler just said something very out of pocket. Oh my god, I just heard. Okay. He's a child. It's not Obama. Is this a Goryo? How do you get an Obambo and a Goryo mixed up, dude? Well, watch. It'll get like super fast here in a second. Never mind. Tyler's dead. Oh no, It she's didn't. dying. Oh Oh my god, could it be the twins? no. I don't know. I didn't see the first hunt. I heard everything. Yeah. I was with you know, guys. husband. How did I die? I'm not sorry that Tyler objectified you like that because like I would do the same thing. So Something right Okay, here. man. You like I'm out here objectifying other people's husbands. Come on, brother. objectify my husband. He deserves it. He deserves all the will. objectification. We objectify each That'll other. do it. Chad objectifies my husband all the time. I will spare you about He the first objectifies time we me. did feed. It's just our relationship. And you're jealous. Appreciate it. Hey. You know what? See if it's a Dan. I don't think it is, but I don't think it is. No. No. That was faster. Where's it coming from? You think it's twins? I got twins circled right now. That could be twins. Definitely not Obama or I Phantom. think it came from the base. Not a yokai. No. Not an Oni. Not a Polty. No. Oh. Shade. I'll just say The breaker is still on. Brother. it ended up with a trip to the hospital. Oh no. I don't think you're supposed to end up in a hospital. I kind of want to know now. It's not my business, but I kind of, you know, call me curious. I kind of want to know. God, you're so curious. I Well, called you curious. dude, don't you start with me, I have already started, my friend. I dude. think it's a banshee. No. Go find out. I'm really upset that I died. I'm gonna smudge it this round to test for spirit. Okay, okay. Nah, it ain't no spirit. A trip to the hospital. I'm still on that. Wonder if something got broken. Ouch. Is it hunting? Nope. Thanks, Trin. Appreciate the arms of the angel. Oh, bone! I got the bone. It happens I don't want to go I down die a there. lot. when we do. Did these, you not events. take a picture of this dead person here? Oh my god. It's I can hunting. sing like that too. I gotta get her Bet. good side. Hold on. Hold on. I gotta get her good side. Next time you come play, next time you come play, sing it for me. Every time I die, live, sing it for me. Sing for me, Paolo. Sing See, it's for not me, my line of angel of sight. music. Just like a gradual speed up. Alright, smudged. Timer started. Definitely. I'm gonna give Stephanie. Fred access to my live. Oh, look at that! Would you just look at it? Hubby with the 12-month resub. 12-month resub. My hubby's been subscribed to me Pixie. for a whole year. Pixie. Oh, bless your heart, Oh my. dude, and your lady bits. You poor thing. Bless your dude. lady bits. Oh my god. Yeah, everybody bless Pixie's lady bits. Friction burns.
inside and outside. Ouch. I just closed my legs thinking about that. Whew. All right, let's see. Clenched. Yeah. Get. Oh, found it. Okay. Oh. My people skills are rusty. Okay, it's not a spirit. That might be. Oh my gosh. Zickle. Yeah, it wasn't fun, but I can laugh about it now. I'm glad. I'm gonna get the cup professional ghost hugger. Yeah. You know, I get it. I'm really good at giving hugs. The ghosts just, you know, who knows how long they've been dead here? You know, maybe they just wanted a friend. Yeah. And I keep consistently giving in and caving. That was a pushover like that. Hey, Chad. You want my caulk? Zickle. Zickle. My God. Does the lady need to Oh, catch up on her God. sleep? Where's the other? Dude, you're gonna get friction burns. Where's the other crucie? I lost it. I'm cooked. You wanna know something really funny about that ex and my bestie? Uh-oh. I don't know. Just based off that sentence. But sure. Tell me. Tell me everything. I want to know. In fact, I if wanna anybody else has know. anything traumatizing that they want to share. I play Phasmophobia with Simply Tyler, and it's very traumatizing. Hey, yo! Chill? I'm here for you. Yeah. I was not told she was gonna be here. Sorry, Chad. Oh my I gosh, can't believe I dude. did this to you. Will you ever forgive me? No. Hello, you're saying my friendship is a burden? No. You're saying my I'm friendship? saying your friendship is is a a- prison. Oh my god, dude. She's spending all this time with me, and then she's using my lines. This friendship is a prison. Grow up, dog. What's up, dog? Not much. man. What's up with you? Oh, big from the big boy. Hey, Chad. I'm feeling the FOMO and the jealousy all in Oh one. my god. Is anybody gonna be gaming when Vic kicks me out of here? Oh god! My god, it's Oh my hunting! god, it's hunting! Kyle, that was perfect timing. Husband with the Phasmophobia music box. Perfect timing. By the way, husband, I would really like the Phasmophobia music box for my bookshelf. Okay, thanks. I love you. Oh, she's coming for you. Okay. Oh, she's coming for you. Oh.